Bonjour à toutes et tous et bienvenue. Je suis donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pierre-Paul Zaliot, je suis en charge du campus Condorcet et je suis très heureux, évidemment, de vous accueillir ce matin au nom de l'ensemble de la communauté Condorcet et aussi au nom des 11 établissements constitutifs du campus Condorcet. Je suis très heureux de vous accueillir et je suis très heureux d'accueillir l'anthropologue Philippe Descola qui va ouvrir dans un instant par ses mots la 2e édition du Festival de sciences humaines et sociales, le Printemps des humanités. Je souhaite évidemment très brièvement remercier toutes les personnes, et elles sont très nombreuses, qui se sont impliquées depuis plusieurs mois et évidemment tout particulièrement ces derniers jours pour la réussite de ces 3 jours de débats, d'échanges, de festivités autour de la recherche en sciences humaines et sociales et sur un thème important et urgent, le thème des universels. Comme il n'est pas nécessaire de vous introduire Philippe Descola, je vais juste vous dire que nous mesurons, je crois, la chance de vous entendre ce matin, ici, dans ce contexte, un contexte de festival, bien sûr, certes, mais aussi un moment sur lequel plane l'ombre inquiétante du temps présent. Permettez-moi simplement de terminer en suivant la parole d'Édouard Glissant, par un vœu que notre campus soit joyeusement, pendant ces 3 jours, je cite, « la somme finie de toutes les différences du monde ». Philippe Descola, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous ne serez pas surpris que sur la question de l'universel, c'est en anthropologue que je vais m'exprimer. Parce que du fait de son rapport ambigu à l'universel, l'anthropologie occupe une place très particulière parmi les sciences sociales. Alors que la sociologie ou l'histoire révèlent les forces sociales, rapports de classe et de genre, habitus culturels, préférences ou tendances nationales, qui exercent sur nous une action causale en façonnant nos comportements et nos préférences, l'anthropologie déploie son effet critique en nous faisant découvrir d'autres manières de vivre la condition humaine et en éveillant en nous la potentialité d'être humain d'une manière dont nous ignorions l'existence. Elle manifeste ainsi une causalité qui lui est propre, non pas en révélant des déterminations précédemment ignorées, mais en suggérant des alternatives jusqu'alors insoupçonnées à l'état présent des choses. Plutôt que d'universaliser par des lois causales, elle altérise notre condition en la relativisant. Mais l'un des paradoxes de cette altérisation est qu'elle est généralement obtenue au moyen de la comparaison, à savoir une opération conceptuelle qui présuppose, pour mettre en ordre les faits comparés, un point de vue en surplomb, typique d'une perspective universaliste, implicite ou revendiquée. Je voudrais, au cours de cette conférence, explorer ce paradoxe de l'anthropologie, caractéristique en général des humanités, mais que l'anthropologie, du fait de sa situation d'interface entre des problématiques et des concepts typiquement européens et des réalités, pendant longtemps en tout cas largement extra-européennes, a porté à son plus haut degré d'acuité. Je le ferai en examinant les moyens que l'anthropologie emploie pour comparer et les obstacles qui empêchent cet objectif de pouvoir être pleinement atteint. Les anthropologues abordent la comparaison de plusieurs manières. La plus évidente, celle qui anime tout travail ethnographique de terrain,
est le processus constant de comparaison, à peine conscient, que l'anthropologue suit lorsqu'elle essaye de donner un sens aux événements qu'elle observe et aux paroles qu'elle essaye de saisir lorsque elle étudie la vie d'une communauté dont les valeurs et les institutions sont très différentes des siennes. La mesure de la curiosité qu'elle développera pour ce dont elle est témoin, et le fait même que ces événements et ces propos prennent de l'importance dans la monotonie de la vie quotidienne, résulte généralement du fait qu'ils sont très différents du genre de circonstances auxquelles elle a été habituée dans son milieu d'origine. Je ne m'étendrai pas sur ce type de comparaison semi-implicite, car il existe déjà une abondante littérature à ce sujet. Une autre façon d'aborder la comparaison est beaucoup moins courante et requiert une grande expertise dans le métier d'ethnographe. Elle consiste à décrire les types de comparaisons que la culture que l'on étudie est encline à faire. A priori, il s'agit d'un phénomène assez courant, car partout les gens ont tendance à porter sur leurs voisins des jugements, généralement désobligeants, et à souligner les différences entre la façon de faire de ses voisins et la leur. Cependant, il est délicat d'aller au-delà de l'évidence. D'une part, parce que pour de nombreuses sociétés, l'éventail des voisins, qu'il s'agisse d'humains, de fantômes, d'animaux, d'esprits, de plantes ou de volcans, est géographiquement, voire ontologiquement restreint, les gens ne se déplaçant pas au-delà des limites proches où de nombreux périls sont à craindre. Et la question est de savoir de quelle nature sont les cultures, les institutions, les divinités des humains lointains, et en quoi elles correspondent ou non aux nôtres, devient alors non seulement une question sans intérêt, mais une question qui ne se pose même pas et qui ne peut pas se poser. La comparaison des modes de comparaison est également une entreprise difficile, dans la mesure où la plupart des cultures ne disposent tout simplement pas d'un cadre permettant d'établir une véritable comparaison, c'est-à-dire d'une perspective globale à partir de laquelle il serait possible d'extraire, d'aligner et d'évaluer les similitudes et les différences d'un certain nombre de caractéristiques provenant de plusieurs sociétés. En général, les comparaisons sont faites au coup par coup. Ces gens-là, en aval de la rivière, sont assez grossiers pour manger tel ou tel animal, ou assez idiots pour envoyer leur fils vivre avec leur beau-père et travailler pour lui. La plus grande productivité de ces comparaisons partielles, et celle qui a engendré la plus grande partie de la littérature dans ce domaine, concerne la situation dans laquelle des non-européens sont confrontés de manière inattendue et pour la première fois brutalement à la différence maximale, généralement sous la forme de blancs. Je ne traiterai pas non plus de ce type de comparaison pour deux raisons. D'un point de vue ethnographique, je ne peux pas ajouter grand-chose à ce que j'ai déjà écrit sur la façon dont les Achuar, le peuple amazonien que j'ai étudié, évaluent leurs voisins, parmi lesquels les Blancs, et parmi ces derniers, les anthropologues qui ont partagé leur vie. Mais aussi parce que, à mon avis, l'aspect vraiment intéressant de ce type de comparaison résiderait dans une comparaison générale de la façon dont les civilisations non occidentales se comparent, ce qui, à ma connaissance, n'a jamais été tenté, contrairement à la comparaison de la façon dont les Occidentaux de différentes périodes se sont comparés les uns aux autres, un domaine qui a retenu l'attention des historiens depuis longtemps. Une telle entreprise serait certainement très louable et nécessiterait probablement la constitution d'un groupe de travail important, mais elle n'existe même pas encore à l'état de projet. Suggestion pour le campus Condorcet. Troisième façon d'aborder la comparaison est proprement anthropologique. Elle n'est pas basée sur des généralisations inductives à court terme découlant de particularités ethnographiques. Les uns et les autres se comparent de telle ou telle manière, mais elle est ancrée dans la généralisation déductive, c'est-à-dire dans la détection
dans un grand nombre de cas ethnographiques, de caractéristiques qui peuvent être organisées selon des modèles significatifs. Cette tentative d'intégration théorique a été considérée à juste titre comme la tâche propre de l'anthropologie moderne depuis sa création dans la troisième partie du XIXe siècle. Il est vrai que nombre de ces praticiens ont aujourd'hui abandonné l'entreprise et que beaucoup de ceux qui ont gardé la foi en son ambition suivent le plus souvent implicitement une approche de la comparaison à la Alfred Kroeber en tant qu'intégration descriptive historiquement fondée, basée sur un cercle toujours plus élargi de contextualisation des particularités. Et comme il est difficile de déterminer où s'arrête le niveau approprié et significatif de contexte, la plupart des comparatistes, en ce sens, s'arrêteront empiriquement à ce qu'ils peuvent observer et transmuteront ainsi leur ethnographie, souvent très perspicace, en anthropologie par défaut, souvent très rustique. La façon dont les gens se donnent des surnoms dans un village sicilien ou utilisent des émissions de radio dans le Chaco paraguayen se transforme ainsi instantanément en une théorie inductive, polyvalente, généralement implicite plutôt qu'énoncée, dont l'objectif principal est généralement de réfuter d'autres théories généralisantes mais déductives. Les villageois siciliens ou les indigènes du Chaco, parlant comme des poupées ventriloques par la voix de leurs ethnographes, peuvent alors invalider sans risque la linguistique saussurienne ou la théorie de l'alliance matrimoniale de Lévi-Strauss. J'ai à l'esprit des cas précis. Si nous revenons à la comparaison en tant que généralisation déductive, il est cependant évident qu'il y a eu pendant longtemps deux façons opposées de la faire. L'une est typologique. Elle consiste à isoler de leur contexte les formes institutionnelles d'action et d'interaction entre les humains et à les subsumer sous des types et des sous-types construits à partir des similitudes apparentes des caractéristiques retenues pour les spécifier. Cette méthode, elle est indissolublement liée au nom de Radcliffe Brown, qu'il a défendu dans un certain nombre de textes influents. Comme on le sait, l'anthropologie est pour Radcliffe Brown une science nomothétique, dont le but est de dégager des lois par la méthode comparative, par opposition aux disciplines qu'il appelle idiographiques, telles que l'ethnographie et l'histoire, qui s'efforcent de produire des descriptions fidèles des sociétés contemporaines ou passées. Mais la généralisation prise dans ce sens n'est scientifique qu'au sens étroit de la botanique ou de la zoologie descriptive, et non pas par exemple de l'astrophysique ou de la géologie. Car un phénomène est ici déterminé par son appartenance à une classe dont les prédicats sont condamnés à rester arbitraires puisqu'ils ne sont que l'addition des propriétés retenues dans chaque objet pour lui permettre d'être subsumé dans la classe. L'analogie avec les sciences naturelles qui a nourri l'entreprise de Radcliffe Brown est la taxonomie, une typologie morphologique qui choisit d'ignorer les variations au profit de traits fixes isolés a priori comme constitutifs d'une classe, ce qui a valu à cette forme de comparatisme d'être qualifiée par Edmund Leach, avec une certaine cruauté, de collection de papillons. Une autre forme de généralisation déductive que Leach a privilégiée, bien qu'il n'y a pas toujours été fidèle, est celle préconisée par l'approche structuraliste. Elle s'exprime le mieux dans la célèbre remarque de Lévi-Strauss sur la comparaison. Je le cite, « Ce n'est pas la comparaison qui fonde la généralisation, mais le contraire. » Lévi-Strauss voulait dire par là que la comparaison n'est pas une forme de découverte, mais un processus de vérification dans des contextes différents de ce qui est déjà connu par la généralisation, c'est-à-dire, par exemple, dans le cas de l'anthropologie structurale
lévi-straussienne que l'activité inconsciente de l'esprit impose une forme identique à des contenus différents. La comparaison est donc un processus de vérification qui permet de récupérer ces formes telles qu'elles s'expriment différemment comme un ensemble de variables dans un groupe de transformation. Cette approche est fidèle à la méthode déductive telle que Durkheim l'a établie, plus fidèle en réalité que la comparaison typologique préconisée par Radcliffe Brown, un petit paradoxe en soi puisque Radcliffe Brown a toujours prétendu être un adepte fidèle de Durkheim. C'est aussi la méthode qu'utilise Lévi-Strauss, par exemple, lorsqu'il étudie les lois du mariage opérant dans les systèmes élémentaires de parenté. Comme ces lois peuvent être représentées dans des modèles où les individus sont distribués dans des classes de mariage, on peut poser qu'un élément constitutif du système de relations sociales, par exemple la relation d'échange entre deux classes de mariage, correspond à un élément constitutif du modèle, à savoir une relation de permutation entre des unités représentées par des symboles. Le caractère déductif du modèle provient du fait qu'il fournit une structure réputée isomorphe au processus objectif étudié, les transformations déductives opérées dans le modèle étant conçues comme homologues aux transformations des phénomènes réels. En d'autres termes, la comparaison n'est ici qu'un art de sélectionner les bons éléments pour construire le modèle ou, comme le dirait Leach, des suppositions inspirées, inspired guesswork. Cependant, le comparatisme anthropologique stricto sensu, c'est-à-dire soit comme une entreprise taxinomique au sens de Radcliffe Brown, soit comme un complément à la généralisation et à la construction d'un modèle combinatoire, au sens de Lévi-Strauss, ne rend guère compte de la variété des procédés utilisés par les anthropologues lorsqu'ils s'attachent à évaluer les similitudes et les différences entre des traits, des formes de relations, des institutions et des valeurs extraits de la variété de la vie humaine. En outre, ces formes de comparatisme présupposent toujours, d'une manière ou d'une autre, que le point de vue de l'analyste effectuant la comparaison englobe le point de vue des membres des sociétés comparées, ou du moins qu'il établit un point de référence commode pour son évaluation. Ainsi, et plutôt que d'aborder le comparatisme dans les termes conventionnels sous lesquels la théorie anthropologique l'a formulé, comme je l'ai fait dans mes commentaires précédents, je voudrais porter mon attention dans le reste de cette conférence sur ce que l'on peut appeler la symétrisation. Par cette notion, j'entends une tentative qui est propre à l'anthropologie depuis ses débuts de rendre comparables sur un pied d'égalité les caractéristiques culturelles de l'observateur et celles de l'observé. La forme la plus courante de symétrisation et la plus ancienne en anthropologie consiste à développer les implications conceptuelles d'une institution locale de telle sorte que sa pertinence dépasse les limites de l'institution originelle et les particularités de la région du monde où elle a été décrite initialement. Dans les premières phases de la discipline, ce mouvement de généralisation s'opérait en étirant le sens d'un concept local de manière à lui faire englober une myriade de phénomènes disparates qui avaient généralement pour seul dénominateur commun de ne pas correspondre à la manière dont était appréhendé en Occident le champ de pratique que le concept était censé qualifier. Totem, mana, tabou, chaman, hao sont nés ainsi, et avec des effets positifs, quoi qu'en pensent les détracteurs de l'essentialisme, dans la mesure où ce processus d'extension revenait finalement
à transformer en problèmes philosophiques ou en catégories cognitives dignes d'être prises au sérieux ce qui était auparavant perçu comme des superstitions ridicules. Plus récemment, c'est plutôt en exploitant intensivement les conséquences conceptuelles d'une institution, d'un processus, d'un régime de relations ou d'une orientation épistémique issue d'une observation ethnographique que cette opération de généralisation est entreprise. Au lieu d'étendre démesurément un sens initialement flou, c'est au contraire un approfondissement et une opérationnalisation d'un concept très précisément défini qui sont recherchés ici. Des exemples bien connus de ce processus sont l'idée de l'englobement hiérarchique de Louis Dumont, la notion de personne comme objectivation de relations de Marilyn Strathern ou le perspectivisme d'Eduardo Viveros de Castro, c'est-à-dire des constructions théoriques initialement destinées à rendre compte des dispositions d'une ère culturelle spécifique, mais employées par la suite dans un contexte plus large. Dans tous ces cas, l'originalité de ces modèles locaux transformés en paradigmes et le principe même de leur constitution résulte du contraste saisissant qu'ils présentent, implicitement ou explicitement, avec les modes occidentaux de perception et de conceptualisation du champ de phénomènes dont ces modèles ou ces paradigmes rendent compte. Le totémisme de Fraser s'oppose à l'idée d'une séparation entre nature et société. L'englobement hiérarchique du Montien s'oppose à l'individualisme possessif. Le Hao-Mosien s'oppose à la logique de la marchandisation. Donc ici, la généralisation d'un relatif culturel relativise ce qui était perçu jusqu'alors comme un principe de généralisation. Pour reprendre le langage des tropes classiques, le comparatisme opère donc ici un mouvement de rétroaction où le comparandum local, en élargissant son champ de signification, permet de révéler que le comparance implicite contre lequel il a été dressé, à savoir une institution occidentale, ne pouvait passer pour un tertium comparationis comme on l'avait laissé implicitement entendre auparavant. Passons maintenant à une deuxième forme de symétrisation. Elle consiste à transformer l'exposé d'un mode de pensée autochtone en un corpus plus ou moins systématisé qui s'apparente à une doctrine philosophique, du moins dans son mode de présentation. Il s'agit là aussi d'une tendance ancienne en Occident et même antérieure à l'ancien type de symétrisation, puisqu'elle précède la naissance de l'anthropologie, qu'elle a été caractérisée pendant plusieurs siècles par un certain type d'anthropologie missionnaire. L'Historia General de las Cosas de la Nueva España, qui a été compilée en nahuatl par Bernardino de Sahagún au XVIe siècle, est probablement l'exemple le plus ancien de cette tendance, tandis que les lettres édifiantes et curieuses écrites par les jésuites de Chine en sont les expressions les plus célèbres, ne serait-ce qu'en raison du rôle qu'elles ont joué dans la formulation des idées de Leibniz, de son propre aveu en tout cas. Outre leur incontestable valeur ethnographique, ces documents témoignent d'un réel intérêt pour la connaissance pure et d'une non moins réelle admiration pour la subtilité des concepts et des opérations intellectuelles qu'ils décrivent. Une expression plus moderne de ce courant ancien est la fameuse philosophie bantoue du père Placide Temples, qui a suscité un vif débat parmi les philosophes africains. Certains d'entre eux, comme Alexis Kagame ou Mubabinge Bilolo, étant ouverts à l'idée que les traditions de telle ou telle civilisation africaine puissent fournir les éléments d'une véritable philosophie, tandis que le philosophe béninois, Paulin Utunji, par exemple, ne voit dans ce qu'il appelle avec dédain
des ethnophilosophies que des études ethnologiques classiques sur les représentations africaines du monde et de la personne. Le débat sur les métaphysiques alternatives a surtout fait rage en Afrique, où, en raison de la formation théologique de certains des participants à ce débat, il a pu apparaître parfois comme une sorte de revanche d'une philosophie thomiste devenue autochtone sur la philosophie hegelienne de l'histoire et sa revendication non dissimulée de la supériorité européenne. Les tentatives de faire connaître les altermétaphysiques et d'évaluer, voire de promouvoir leur incidence subversive sur notre propre manière de pratiquer la philosophie sont encore peu répandues ailleurs, même si l'écho suscité par de récents ouvrages à vocation philosophique, comme les Métaphysiques cannibales d'Eduardo Viveros de Castro, a pu conduire à un mouvement en ce sens. Cependant, que ces tentatives de diffusion d'une altermétaphysique soient le fait d'auteurs autochtones formés à la philosophie occidentale et à la théologie aussi, ou d'anthropologues occidentaux tirant les leçons d'un mode de pensée autochtone selon les canons d'exposition d'une œuvre philosophique, elles présentent toutes un grave inconvénient. Elles restent une exégèse idiosyncrasique qui bouleverse et contourne les conditions pragmatiques d'énonciation et de réception des propositions réputées fonder ce mode de pensée. L'incantation mentale qu'une femme hatchoir adresse à ses patates douces fait partie des données qui m'ont aidé à reformuler la notion d'animisme. Cependant, ce type d'incantation, qui en plus reste secret puisqu'il n'est pas formulé publiquement, il est chanté mentalement, peut difficilement prétendre au même statut textuel que les seconds analytiques d'Aristote. Si l'on n'ira peut-être pas jusqu'à suivre Paulin Outounji, que j'évoquais tout à l'heure, lorsqu'il affirme à propos des ethnophilosophies africaines qu'elles sont, je le cite, un simple prétexte à de savantes disquisitions chez les Européens, il faut néanmoins admettre que la symétrisation dans ce cas est également loin d'être satisfaisante. Une troisième forme de symétrisation ne prétend ni généraliser la portée d'un concept ou d'une position épistémique locale, ni proposer un contre-modèle philosophique inspiré d'une pensée locale, mais composer une matrice combinatoire qui rendrait compte de tous les états d'un ensemble de phénomènes en mettant en évidence les différences systématiques qui opposent ces éléments. Il s'agit là, bien sûr, vous l'aurez reconnu, d'un principe de base de l'analyse structurale, bien défini par Jean Pouillon lorsqu'il écrit, je le cite, « Le structuralisme proprement dit commence lorsqu'on admet que des ensembles différents peuvent être rapprochés, non pas en dépit, mais en vertu de leurs différences, que l'on s'efforce alors d'ordonner. » C'est donc une systématique des différences. Pourquoi s'agit-il dans ce cas d'une symétrisation? Parce que, conformément à la procédure structuraliste standard, la totalisation n'est jamais donnée ab initio, comme le point de départ à partir duquel le Sirius de l'anthropologie pourrait structurer le monde sous son regard impérial, mais résulte de l'opération toujours inachevée par laquelle des traits culturels, des normes, des institutions, des qualités, des propositions sont constituées comme des variantes les unes des autres à l'intérieur d'un ensemble. Et cet ensemble ne peut pas seulement être reconfiguré différemment si de nouveaux éléments sont ajoutés, il n'a d'autre raison d'être que de subsumer les variations dont il fournit le cadre englobant. Ce type de symétrisation ne prétend nullement à une position de détachement universaliste, car elle est entièrement dépendante des propriétés multiples
que l'on décèle ici et là dans les phénomènes, et elle n'exige donc rien d'autre, en termes de point de vue épistémique dominant, que d'acquérir une certaine connaissance de la diversité des objets dont on traite, prétention somme toute modeste, pour ce qui est après tout une entreprise savante. Au risque de paraître présomptueux, je ne prendrai qu'un exemple de cette forme de symétrisation, la matrice des modes d'identification que j'ai proposée dans Par-delà nature et culture. Pour dire les choses simplement, il s'agit d'un groupe de transformations ontologiques qui prétend contraster les dispositifs de cadrage régulant les habitus, guidant les inférences, filtrant les perceptions, et qui sont en grande partie les produits des affordances offertes par le monde à des dispositions spécifiquement humaines. Une fonction fondamentale de ces dispositifs de cadrage, que j'appelle donc des modes d'identification, est d'attribuer des identités en regroupant ou en dissociant des éléments du monde vécu qui semblent avoir des qualités similaires ou dissemblables. Mon argument est que l'une des caractéristiques universelles du processus cognitif dans lequel ces dispositions sont enracinées est la conscience d'une dualité de plan, non pas de substance, de plan, à la différence de la position de Descartes, entre les processus matériels, que j'appelle physicalité, et les états mentaux, que j'appelle intériorité. En utilisant cette grille universelle, les humains sont en mesure de souligner ou de minimiser la continuité et la différence entre les humains et les autres qu'humains. Il en résulte un quadruple schéma d'ontologie, c'est-à-dire de qualité et d'être contrastés, détectés dans l'environnement humain et organisés en systèmes que j'ai appelés animisme, totémisme, naturalisme et analogisme, donnant ainsi de nouvelles significations à ces concepts anthropologiques, pour certains d'entre eux bien usés. L'éventail des identifications basées sur le jeu de l'intériorité et de la physicalité est en effet limité lorsqu'il est confronté à un alter non encore spécifié, qu'on peut appeler un aliud, pour reprendre la proposition de Descombes, que cet alter soit humain ou autre qu'humain. Lorsqu'il est confronté à cela, un sujet humain conscient peut supposer soit que cet objet a une intériorité similaire et une physicalité différente, et c'est ce que j'appelle l'animisme, soit que l'objet est dépourvu d'intériorité mais possède une sorte de physicalité similaire à celle du sujet humain, c'est ce que j'appelle le naturalisme, soit que cet objet partage avec d'autres humains et non-humains des éléments de physicalité et d'intériorité qui sont similaires mais qui diffèrent totalement de ceux que d'autres humains partagent avec d'autres non-humains, et c'est ce que j'appelle le totémisme, soit enfin que l'intériorité et la physicalité de cet objet sont entièrement distinctes de celles du sujet humain, même si elles présentent des différences suffisamment ténues pour permettre des relations de correspondance, et c'est ce que j'appelle l'analogisme. Chacune de ces combinaisons permet d'entrevoir un principe plus général régissant la distribution des continuités et des discontinuités entre tout sujet humain et les objets de son environnement. Chacun de ces modes d'identification sert en outre de pierre de touche à des configurations singulières de systèmes cosmologiques, de conception du lien social et de théorie de l'altérité, qui sont autant d'expressions instituées de mécanismes plus enracinés de reconnaissance de l'autre. Ce groupe de transformation ressemble à ce que Lévi-Strauss appelle parfois l'ordre des ordres, c'est-à-dire le niveau supérieur d'articulation structurelle des différents systèmes composant la vie sociale. Avec cette légère différence que l'articulation n'est pas ici fonction d'une intégration de niveaux déjà analytiquement définis, mais résulte d'une hypothèse sur ce qui est premier dans l'expérience du monde, à savoir discerner des qualités dans les objets qui nous entourent et en déduire le type de relation qu'ils permettent d'établir. Cependant, la matrice d'identification ne fonctionne pas comme un premier moteur philosophique, mais comme une sorte de
dispositif expérimental qui me permet de capter, donc de faire exister, et de trier, donc de combiner, certains phénomènes afin de mettre en évidence la syntaxe de leurs différences. Mais il y a plus. En adoptant ce dispositif, j'ai voulu avant tout rester fidèle à ce principe de base de l'analyse structurale qui veut que chaque variante soit une variante des autres variantes et non de l'une d'entre elles en particulier qui serait privilégiée. Car si j'ai donné à la matrice ontologique une position fondamentale, en revanche, aucune des variantes qu'elle autorise, animisme, naturalisme, totémisme, analogisme, et aucune des variantes repérables dans d'autres systèmes qui sont autant de transformations de la matrice, dans les ordres sociologiques, praxéologiques, épistémiques, cosmologiques, spatio-temporels ou représentationnels, ne peut prétendre dominer ou prédominer sur l'une quelconque des autres variantes. C'est une exigence que je m'étais fixée dès le départ afin de produire un modèle d'intelligibilité des faits sociaux et culturels qui reste le plus neutre possible par rapport à notre propre ontologie, le naturalisme. Et c'est pourquoi le naturalisme n'est qu'une des 4 variantes ontologiques possibles dans la matrice. Néanmoins, je n'hésite pas à admettre que cette option combinatoire est aussi défaillante que les deux autres formes de symétrisation, et ce pour des raisons tout à fait différentes, parce qu'elle exige une connaissance générale des institutions et de modes de vie des autres peuples que seul l'Occident a été jusqu'à présent en mesure de produire. À ce titre, l'approche ontologico-structurale, si vous voulez, dépend d'un projet de connaissance tout à fait particulier, non pas tant par sa visée universaliste, car il existe ailleurs qu'en Occident de nombreux systèmes de connaissances qui prétendent rendre compte de tout, que par l'exigence d'une exhaustivité mondiale des données empiriques sur lesquelles elle s'appuie. Alors j'ai passé en revue 3 modes de comparaison qui tentent de rendre symétrique le savoir anthropologique sur les autres. L'expansion exégétique d'un concept local, la transformation d'énoncés locaux en philosophèmes, l'intégration d'idées locales tirées d'un certain nombre de contextes locaux dans un système de transformation. Aucune ne parvient à une symétrie complète et je ne sais pas s'il y a d'autres alternatives. Nous devons donc humblement admettre, quand je dis nous, c'est nous anthropologues, un échec relatif dans ce domaine. Mais ce qui est important ici, et que de nombreux anthropologues ne voient pas, c'est que chacune de ces stratégies de symétrisation implique un type de bifurcation tout à fait différent à partir de ce que l'on entend ordinairement comme des données ethnographiques. Je prends ici le terme bifurcation, globalement, dans le sens où je comprends que Marilyn Strathern l'utilise, c'est-à-dire comme une inférence clarifiante que l'ethnographe devenu analyste fait à partir des déclarations qu'elle a écoutées des événements dont elle a été témoin, de sorte que, grossièrement parlant, sa description et son interprétation deviennent explicitement détachées de l'objet phénoménal auquel elle se rapporte. Mais avant d'examiner plus en détail ces 3 types de bifurcation et les différents régimes d'autonomie conceptuelle qu'ils déclenchent, il est peut-être utile de dire quelques mots sur la nature même du matériau à partir duquel on bifurque. Qu'entendons-nous habituellement par données ethnographiques? Contrairement aux matériaux utilisés par les philosophes, qui sont généralement des constructions discursives, imprégnées d'un certain degré d'autoréflexivité, les anthropologues ont rarement affaire à une pensée autochtone, déjà constituée comme un ensemble systématique. Certes, il existe des chercheurs et des penseurs autochtones
qui combinent une connaissance approfondie de leur culture avec une position réflexive. Mais ils sont peu nombreux, du moins dans la littérature anthropologique, si peu nombreux que leurs noms, comme ceux de Nogoto Meli, d'Ivel Warjuk, de David Kopenawa ou d'Antonio Guzman, sont en fait connus de tous les anthropologues professionnels. La plupart du temps, les informations à partir desquelles nous extrayons nos connaissances sont composées d'énoncés fragmentaires et déconnectés que nous recalibrons sur place dans des séquences significatives afin de maintenir le fil d'une connexion sémantique avec nos interlocuteurs, comme nous le ferions chez nous lors d'une conversation normale. Même les énoncés dont la structure est minimale peuvent paraître quelque peu énigmatiques et nécessiter une bonne dose de maïeutique pour être interprétés. Par exemple, alors que nous nous réchauffons près d'un feu dans la maison encore obscure avant l'aube, un Achua me raconte qu'il a rêvé d'un homme perché dans un arbre qui lui a dit de lui rendre visite plus tard dans la journée, à ce même endroit qu'il a vu en rêve, et de rencontrer ses sœurs. Il semble surpris lorsque je lui demande ce qu'il en pense, car n'est-il pas évident que l'homme dans l'arbre est un singe hurleur, apparaissant sous une apparence humaine, c'est-à-dire selon la façon dont le singe hurleur se voit lui-même, qui informe le rêveur qu'il lui fournira des épouses, c'est-à-dire du gibier, qu'il pourra chasser. Lorsque je reçois cette information que notre conversation me livre en passant, et au même titre que des commentaires sur le temps qu'il fera aujourd'hui ou sur la survie d'un chien malade, la première bifurcation plausible qu'elle m'offre est évidemment sémantique. Comment la comprendre ? Cependant, il convient de souligner une fois de plus que lorsque l'ethnographe s'efforce d'organiser le flux de ce qu'il voit ou entend en ensemble organisé de signification ou en modèle de comportement, il ne le fait pas initialement pour des raisons spéculatives, mais pour ajuster son propre comportement. En effet, la compréhension, understanding, verstehen, n'est pas seulement une pomme de discorde épistémologique intéressante à mâchonner, elle a aussi une fonction pratique, car le travail ethnographique est un processus de socialisation et d'apprentissage qui façonne profondément le corps, le comportement et les jugements des ethnographes immergés dans une communauté de pratique. En imputant aux personnes qu'il ou elle étudie des modèles cohérents de comportement, l'ethnographe se constitue une sorte de vadémécum pratique qui l'aidera à orienter les relations qu'il ou elle entretient avec ces personnes, de manière à éprouver à tout moment la coïncidence plus ou moins grande des actions auxquelles il ou elle assiste et participe avec l'interprétation de ces actions qu'il ou elle a élaborées. Je m'empresse d'ajouter que ce mouvement d'identification de l'observateur à ce qu'il observe est une tentative d'adéquation de soi à autrui qui n'est pas l'apanage des ethnographes. Les romanciers, depuis quelques siècles, la pratiquent aussi. Cependant, comprendre n'est pas comprendre pour soi seulement. C'est aussi fournir une compréhension à d'autres, le plus souvent à la communauté dont l'ethnographe est issu. En devenant publique, l'interprétation appelle d'autres procédures, et elle change donc de nature. Et c'est là que s'opère la deuxième bifurcation, qui se ramifiera ensuite en différentes voies, dont certaines correspondent aux différentes formes de symétrisation que j'évoquais il y a un instant. Les deux premiers types de symétrisation, l'intensification conceptuelle, c'est-à-dire l'opérationnalisation théorique d'un trait que l'on aura abstrait d'une description locale, et la systématisation
exégétique, c'est-à-dire la traduction en langage philosophique d'un mode de pensée indigène, appelle un type de bifurcation avant tout inductif. Un ensemble de phénomènes, initialement appréhendés par l'ethnographe au sein de la totalité où il a été observé, sera traité comme une variation au sein d'un ensemble plus large de phénomènes similaires, observables dans des sociétés voisines de la même ère culturelle et qui semblent présenter ce qu'on pourrait appeler un style régional. Cette opération prive l'ensemble original de phénomènes de son exceptionnalité apparente et le rend explicable comme un cas particulier appartenant à un modèle culturel plus général, inversant le processus actuel qui était en fait basé sur la généralisation inductive d'un particulier. Ce type de bifurcation produit par exemple des choses comme les systèmes segmentaires africains ou le chamanisme sibérien. D'autres bifurcations sont possibles à partir de là, notamment celles qui conduisent d'un côté à une intensification conceptuelle, de l'autre à une métaphysique alternative. Toutes deux procèdent de la même manière, par généralisation inductive et recalibrage des énoncés afin de faire émerger des concepts qui synthétisent des pratiques restées jusqu'alors non formulées de façon propositionnelle. Dans le cas de l'intensification conceptuelle, la bifurcation conduit à des constructions telles que l'animisme, le perspectivisme ou l'englobement hiérarchique. Dans le cas de l'altermétaphysique, elle conduit à l'ontologie dynamique bantoue du père Tempels, au multinaturalisme de Viveros de Castro ou à la théorie holographique du sujet de Roy Wagner. Entre les deux types de bifurcation, la différence est dans la portée plutôt que dans la méthode. L'intensification conceptuelle a une ambition proprement anthropologique, puisqu'il s'agit de contribuer à une meilleure intelligence des propriétés des collectifs en général, en fournissant un nouvel outil analytique et classificatoire issu de l'étude d'une situation particulière, tandis que l'exposition de prémices philosophiques alternatives vise à subvertir la métaphysique occidentale en suggérant d'autres manières possibles de penser la présence des humains dans le monde. En revanche, la bifurcation qui conduit à organiser les caractéristiques différentielles dans une matrice combinatoire semble être d'une nature différente puisqu'elle implique une subordination de l'induction à la méthode déductive. Des objets conceptuels tels que l'arborescence des formes élémentaires de l'alliance matrimoniale imaginée par Lévi-Strauss ou le tableau des modes d'identification que j'ai proposé ne sont pas le résultat de généralisations inductives. Ce sont des modèles, c'est-à-dire des assemblages matériels, graphiques, diagrammes, tableaux, qui figurent dans l'espace la structure d'une classe de phénomènes dont on pressent qu'ils manifestent une certaine régularité. Le modèle n'est en aucun cas une grille de description des situations empiriques. Il permet d'émettre des hypothèses sur les relations existant entre les phénomènes et donc d'étudier leurs propriétés formelles. Les moyens sont ici adaptés à l'objectif, qui n'est ni de transformer une valeur locale en concept analytique, ni de faciliter une translittération ontologique, mais d'aborder un vieux problème que l'anthropologie a hérité du droit comparé, à savoir la question de la compatibilité ou de l'incompatibilité structurelle entre certains types de pratiques, d'institutions et d'idéologies. La meilleure façon que j'ai trouvé de le faire est de proposer des modèles qui permettent de détecter et de déployer les prémices ontologiques qui sous-tendent les régimes de pratique et qui semblent conférer un style distinctif
au collectif. À première vue, on pourrait penser qu'une matrice ontologique de ce type ne peut pas être le résultat d'une bifurcation de l'expérience ethnographique, puisqu'elle semble impliquer un changement complet de cadre conceptuel et de méthode employée, c'est-à-dire non plus une méthode inductive, mais une méthode déductive. Or, il n'en est rien. L'opposition habituellement faite entre ethnographie et anthropologie, deux types d'entreprises qui renverraient à des méthodes et à des objets clairement cloisonnés, cette opposition est trompeuse, car la méthode déductive que j'ai suivie n'est évidemment pas entièrement indemne des procédures préalables qui l'ont rendue possible et que l'économie interne de mon argumentation m'a conduit à rendre invisible. En effet, c'est par une série de généralisations inductives à partir de l'ethnographie, la mienne et celle des autres, que le modèle transformationnel de part de la nature et culture a progressivement pris forme. C'est dans le fond constamment enrichi des monographies ethnologiques que les anthropologues extraient les éléments qui leur permettent de bifurquer dans telle ou telle direction. Et ils le font avec un savoir-faire d'autant plus difficile à formaliser qu'il repose sur la maîtrise partagée d'un autre savoir-faire, la pratique du terrain, qui nous rend immédiatement familières les procédures rarement explicites et explicitées du processus d'objectivation par lequel d'autres ethnographes ont recueilli, filtré et présenté leurs données. Ce va-et-vient constant entre abstraction et description, induction et déduction, connaissance directe et connaissance médiate, concepts locaux et concepts à prétention universelle, est probablement ce qui fait de l'anthropologie une science très particulière, un art de la découverte, assaisonné d'un parfum d'aventure qui n'émane pas seulement des peuples avec lesquels on partage occasionnellement sa vie, mais aussi de l'inattendu des chemins que l'on choisit pour se laisser altérer par les autres et pour tenter d'en faire quelque chose de positif. Merci. Si nous avons quelques moments, je suis tout à fait disposé, je serais ravi de répondre à des questions.
vont ressortir vont devoir, à leurs yeux et selon leurs propres propos, être soumises à des intérêts privés. D'ailleurs, je vous informe, si jamais vous n'en êtes pas au courant, que la Fondation France-Japon est d'ores et déjà en train de contracter des partenariats avec des entreprises telles que Michelin, telles que Toshiba, et que c'est un modèle qui est amené à se généraliser dans l'ensemble du campus Condorcet et de l'EHESS, faute de financement suffisant dans l'université. Donc, c'est par exemple des mesures qui sont en train d'être prises au niveau des bourses de suivi de thèse qui, faute de financement suffisant, vont attendre des financements privés. Du coup, ce qu'on demande, c'est bien sûr une transparence de la part des présidences du campus Condorcet et de l'EHESS. Et ce qu'on vous invite toutes et tous à faire à la suite de cette conférence qui touche à sa fin, c'est de nous rejoindre devant le CRUS du campus Condorcet pour discuter avec nous de quelles mesures prendre, quelles actions mener et comment s'organiser. Parfois en s'opposant un petit peu aux mesures du gouvernement, par exemple sur les filabs, mais jamais frontalement. Et au final, elles finissent toujours par appliquer les décisions gouvernementales appliquer les restrictions budgétaires, etc. Nous, on demande que les présidences d'université, elles se positionnent vraiment frontalement, qu'elles disent on n'appliquera pas ces politiques, on n'appliquera pas ces restrictions, qu'elles appellent à la mobilisation, à la grève générale, que le monde de l'université se bouge, il rejoint les étudiants. Ils vont commencer à fermer les filières de sciences sociales dans différentes facs parce que, soi-disant, c'est les moins utiles, les moins en service des entreprises, du capital. Et nous, on refuse ça. On pense que les universités, elles peuvent être des lieux ouverts, populaires, où on peut discuter, réfléchir, se forger un esprit critique et lutter ensemble. Et donc, nous, on essaie de faire vivre ça dans un campus où c'est vraiment pas facile. C'est un campus ultra sécuritaire avec des caméras partout, où il y a très peu d'espace d'organisation collective. Et nous, on essaye malgré ça de se mobiliser, de créer des espaces de discussion, de lutte et de transformer ça malgré les conditions ici qui sont vraiment pas faciles. Tout est pensé pour empêcher la mobilisation, la discussion, le partage dans ce campus. Et on vous invite à nous rejoindre, à nous soutenir, à relayer nos actions et à ne pas rester les yeux fermés face à un gouvernement qui va mener des attaques toujours plus dures. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous mettre en grève, à en parler dans vos labos, dans vos universités et à bouger, à rejoindre les étudiants et les personnels, les doctorants, les doctorantes qui sont déjà en lutte dans plein de villes en France. Il y a eu des villes où les universités sont bloquées, occupées, où il se passe des choses, où ça bouge. Dans les autres secteurs comme la culture, l'éducation, qui sont aussi menacés par ce gouvernement, ben, ça se bouge aussi. Et c'est le moment de créer un mouvement unitaire, massif, et de ne pas rester les bras croisés face aux attaques qui sont menées contre nous. Quand même une donnée importante qui figure dans tous nos actes depuis le début de la mobilisation, c'est l'implication profonde des logiques de coupe budgétaire avec la militarisation dont la propagande est diffusée partout en continu
Bien, juste pour vous dire que d'abord, merci de ce moment de partage, parce que contrairement à ce qu'ils ont dit, c'est peut-être le point le plus, peut-être sur lequel je suis le plus en désaccord. Nous sommes en train de construire un moment de partage, donc je pense que d'ailleurs, ils ont pu partager avec nous ce qu'ils avaient à nous dire. Voilà, donc merci Philippe Descola pour le propos que vous avez tenu. J'espère qu'on pourra aussi prolonger les uns les autres ce que vous nous avez dit par différentes lectures. Il y a une librairie en dessous qui vous permettra probablement de trouver une grande partie des ouvrages et l'enregistrement de cette conférence va aussi nous permettre de la réécouter et de la méditer. Et puis, nous avons aussi l'occasion de pouvoir poursuivre ces discussions à côté, autour d'un petit morceau à manger et à boire. Donc, je vous invite à vous y joindre pour prolonger ce moment. Voilà, merci beaucoup.